Ma fourchette s'arrête à mi-chemin de ma bouche, chargée de gratin de patates douces, tandis que les paroles de mon père transpercent le vacarme feutré du dîner de Thanksgiving. Tu n'es qu'une sangsue. Il est temps que tu quittes cette maison. La patate douce a soudainement l'air étrangère, peu appétissante. Autour de moi, la salle à manger est plongée dans un silence si complet que j'entends la vieille horloge tinter dans le salon. La même horloge que j'ai payée pour faire réparer le mois dernier. Je lève les yeux, cherchant quelque chose, n'importe quoi, dans le visage de ma mère. Mais Denise fixe intensément son assiette, réarrangeant des haricots verts qu'elle n'a pas touchés. En face de moi, les yeux de ma sœur Tessa, 17 ans, sont grands ouverts, fixés sur son verre d'eau à moitié vide. Ce qui rend cette trahison si vive, c'est le moment choisi. J'ai passé toute la matinée dans la cuisine, à arroser la dinde, à battre les pommes de terre et à cuire 3 tartes différentes pendant qu'il regardait le football. Il y a tout juste 20 minutes, j'ai partagé la nouvelle de ma promotion au travail. Maintenant, alors que la vapeur s'élève des plats que j'ai préparés, mon père me déclare indésirable. L'ironie ne m'échappe pas. Mon nom figure sur la facture d'électricité qui maintient ses lumières allumées, sur la facture d'eau qui a rempli les verres sur cette table, sur le ticket de caisse de l'épicerie pour chaque bouchée de ce repas, et sur le relevé d'assurance qui a couvert le rendez-vous médical de ma mère la semaine dernière. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, je suis le fardeau. Il y a 3 mois, quand maman a perdu son emploi dans la société de comptabilité, j'ai intervenu sans hésiter. Les factures s'accumulaient plus vite que les excuses, et le travail à temps partiel de Franck au magasin de bricolage couvrait à peine l'hypothèque. J'ai commencé à tout payer, les services publics, l'épicerie, l'assurance automobile, même les frais médicaux de maman. Chaque mois, alors que de plus en plus de comptes étaient transférés à mon nom, papa s'éloignait, devenait plus plein de ressentiment. Sa signature, autrefois requise pour tout dans cette maison, devenait de plus en plus inutile, son autorité diminuant. Il y a 2 semaines, je l'ai entendu parler à Monsieur Simons d'un accent grave côté, sa voix portant à travers la fenêtre ouverte de la cuisine. Ce n'est pas juste, se plaignait-il, appuyé contre la clôture. Un homme perd le contrôle de sa propre maison, elle agit comme si elle possédait l'endroit maintenant. Je n'avais pas réalisé qu'il parlait de moi avant d'entendre mon nom. Franck me fixe maintenant, la mâchoire serrée, attendant des larmes ou des protestations. Quand je continue simplement à manger, ses jointures blanchissent autour de sa fourchette. La patate douce n'a aucun goût dans ma bouche, mais je mâche méthodiquement, j'avale et je prends une autre bouchée. Tu as entendu ce que j'ai dit? Sa voix monte, épaisse d'irritation. Tu dois partir d'ici avant le week-end. Mes mains tremblent légèrement, mais pas de peur, plutôt d'un quelque chose de plus profond, quelque chose qui se déplace en moi. Je pose ma fourchette, mets ma serviette à côté de mon assiette, et je croise son regard. Je comprends parfaitement. Je comprends parfaitement. Ces 3 mots flottent dans l'air, pas larmoyants ni en colère, mais calmes, presque réfléchis. Franck cligne des yeux, clairement déconcerté par mon sang-froid. Le silence s'étire jusqu'à ce que maman prenne enfin la parole, mais pas pour me défendre. Blair, dit-elle, la voix basse et pressée. Tu paieras toujours l'assurance médicale ce mois-ci, n'est-ce pas? J'ai ce rendez-vous mardi. Et voilà. Le tableau complet prend une image parfaite, douloureuse. Pas de famille, juste une ressource financière. Pas de fille, juste une signature au bas des chèques. Je me lève et ramasse mon assiette, ainsi que le verre vide de Tessa. Bien sûr, maman, je réponds, ma voix stable malgré le sentiment de vide qui se répand dans ma poitrine. Je m'en occuperai avant de partir. Alors que je me dirige vers la cuisine, mon esprit catalogue tout dans cette maison qui porte mon nom. Le service internet que j'ai mis à niveau quand Tessa en avait besoin pour l'école. Le réfrigérateur que j'ai remplacé quand l'ancien est tombé en panne en juillet. Les comptes de service public transférés à mon nom lorsque les avertissements de coupure sont arrivés. Je rince mon assiette à l'évier, raclant méthodiquement la nourriture non consommée dans l'élimination des déchets. Par la fenêtre de la cuisine, je peux voir ma voiture dans l'allée, la seule chose que je possède entièrement qui n'est pas liée à cette maison. Au moins, j'aurai ça quand je partirai. Derrière moi, j'entends la chaise de Tessa gratter le sol alors qu'elle amène son assiette à la cuisine. Quand elle la pose à côté de l'évier,
Elle ne croise pas mes yeux, mais le bout de ses doigts effleure mon poignet un bref instant. C'est la chose la plus proche du soutien que j'ai ressenti depuis des mois. L'horloge numérique de ma table de chevet clignote 1h18 du matin alors que je plie un autre pull dans ma valise. Le sommeil semble impossible avec le poids des mots de Franck qui résonnent encore dans mes oreilles. J'ai emballé méthodiquement pendant des heures, mes mouvements automatiques pendant que mon esprit s'emballe. Je saisis la pile de documents financiers que je garde dans mon tiroir de bureau, relevés d'assurance, factures de services publics, reçus d'épicerie, prévoyant de trier ce que je dois emporter. Mais en dessous, j'aperçois un relevé bancaire au nom de Franck. Étrange. Je n'ai pas vu de relevé papier depuis des mois. Tout a été basculé en électronique après que maman a perdu son emploi. Je le sors, puis un autre, et un autre. Une petite pile de relevés s'étendant sur les 3 derniers mois, tous pour un compte que je n'ai jamais vu auparavant. Un compte avec un solde qui augmente chaque mois alors que j'ai vidé mes économies pour maintenir les lumières allumées. Mes mains tremblent alors que je tombe sur le bord de mon lit. Les relevés se brouillent devant mes yeux jusqu'à ce que je cligne des yeux forts, me forçant à me concentrer sur les chiffres. 4 000 $ en juillet. 5 000 $ en août. Près de 7 000 $ maintenant. En feuilletant le reste des documents, je trouve une brochure de concessionnaire de bateaux avec les notes manuscrites de Franck en marge. Acompte. 5 500 $, entouré d'encre bleue. Planifier la livraison après Thanksgiving, souligné 2 fois. Un bateau de pêche. Pendant que je payais les visites chez le médecin de maman et l'internet dont Tessa a besoin pour l'école, il y a plus. Un bloc-notes avec des dates gribouillées. Date d'échéance des factures de novembre. Mon nom avec des points d'interrogation. Après facture payée, écrit et souligné. Il préparait cela depuis des semaines, attendant que je couvre les dépenses de novembre avant de me virer. Un léger coup à la porte interrompt mes pensées. La porte s'ouvre juste assez pour que Tessa se glisse, les yeux grands ouverts alors qu'elle prend un air de la valise et des cartons ouverts. « Tu pars vraiment ?» demande-t-elle, planant près de la porte comme si elle se préparait à une fuite rapide. Je suis assise entourée des preuves physiques de la trahison de ma famille, tandis que Tessa se tient avec une main toujours sur le bouton de la porte. Le déséquilibre du pouvoir ne m'échappe pas, sa liberté de partir, mon départ forcé. Papa ne m'a pas laissé beaucoup le choix, je réponds, glissant les relevés bancaires dans mon sac. Tessa se mord la lèvre inférieure. Maman a dit qu'ils avaient besoin de ta chambre pour le stockage maintenant que papa achète ce bateau. La confirmation décontractée me frappe comme un coup physique. Un bateau ? Le bateau de pêche sur lequel il a versé un acompte le mois dernier. La voix de Tessa tombe presque à un murmure. Je les ai entendus planifier tout ça il y a des semaines. Comment ils attendraient que tu paies les factures de novembre? Tu savais? La trahison s'étend, atteignant même Tessa. Ses yeux se remplissent de larmes. J'avais peur de te le dire. Papa a dit que quiconque t'avertirait serait le prochain. Je veux être en colère contre elle, mais la peur dans son visage est trop réelle. Elle est encore une enfant naviguant dans le même foyer manipulateur que je fuis. Il y a plus, continue-t-elle, jetant un regard nerveux dans le couloir. Ces rendez-vous médicaux que maman a eus? Ceux que tu as payés avec ton assurance? Et alors? La semaine dernière, elle est rentrée avec les lèvres toutes gonflées. Elle a dit à papa que le médecin lui avait dit qu'elle ne pouvait pas boire à la paille pendant 2 jours. Tessa imite le roulement d'yeux distinctif de notre mère. Ce n'était pas un contrôle, Blair. C'était des injections. La pièce semble pencher légèrement. J'ai mangé des nouilles ramen 3 fois par semaine pour étirer mon budget tandis que ma mère s'offrait des procédures cosmétiques sur mon assurance. Je sors mon application bancaire, montrant à Tessa mon solde, 763,42 $. Il y a 3 mois, j'avais plus de 9 000 $ d'économies. C'est ce qui reste de mes économies après avoir couvert tout ce qui est ici, je lui dis. Si je restais 1 mois de plus, je n'aurais plus rien. La gravité de ma situation se cristallise alors que je le dis à voix haute. J'étais au bord de la ruine financière, versant tout dans une famille qui me voit comme rien de plus qu'un guichet automatique, dit papa. Si vous essayez d'emporter des meubles, il vous signalera pour vol, dit Tessa, même les trucs que vous avez achetés.
Bien sûr qu'il l'a fait. Je jette un regard autour de moi au bureau que j'ai acheté quand j'ai commencé à travailler à domicile pendant la pandémie. L'étagère que j'ai montée moi-même. La literie que j'ai achetée avec mon premier salaire. Il a aussi appelé la banque aujourd'hui pour retirer ton nom des comptes de service public. La pression du temps me frappe, j'ai besoin de trouver un logement, de protéger ce qui reste de mes finances, et de me démêler des comptes familiaux avant qu'ils ne puissent causer plus de dégâts. Je tends la main sous mon lit et sors une boîte à chaussures. À l'intérieur se trouvent les reçus de tout ce que j'ai acheté pour la maison, organisés, datés, avec mes relevés de carte de crédit joints. Le bureau, le nouveau réfrigérateur, l'ordinateur portable de Tessa, le tapis du salon, même les factures de service public, avec mon nom clairement indiqué comme titulaire du compte. Une petite victoire dans cette mer de trahison. La preuve que je ne suis pas folle, que j'ai porté cette maison pendant qu'il complotait derrière mon dos. Tessa me regarde trier les reçus, son expression illisible. Blair ? Demande-t-elle enfin. Oui. Que ferais-tu à ma place ? Si tu devais choisir entre défendre ce qui est juste et maintenir la paix dans le seul foyer que tu as ? Alors que je triais ces reçus au milieu de la nuit, j'ai fait un choix difficile. Devrais-je confronter les preuves de leur manipulation, ou simplement partir et les laisser découvrir les conséquences par eux-mêmes ? Me défendre pourrait apporter une clôture, mais une sortie silencieuse éviterait une confrontation douloureuse. Que ferais-tu quand les personnes qui devraient t'aimer inconditionnellement ont prouvé qu'elles n'accordent de la valeur qu'à ce que tu fournis ? Je regarde ma sœur, prise dans le même environnement toxique que je fuis, et je réalise que je n'ai pas de réponse facile pour aucune de nous deux. 3 jours plus tard, pendant ma pause déjeuner à mon emploi à temps partiel, la voix de ma tante Phyllis crépite au téléphone, chaque mot tombant comme une gifle. Honnêtement, Blair ? Je n'ai jamais pensé que tu abandonnerais tes parents quand ils avaient le plus besoin de toi. Je serre le téléphone plus fort, regardant mes jointures blanchir. 3 jours depuis Thanksgiving, et Frank a déjà construit sa version des événements pour que la famille la consomme. Papa a-t-il mentionné qu'il m'a viré ? Je demande, gardant ma voix égale. Il a dit que tu les avais laissés en plan après un petit désaccord, dit-elle, son ton lourd de jugement. Ils organisent une réunion de famille chez moi ce week-end pour discuter de ton comportement. Bien sûr qu'ils le font, un forum public où ils contrôlent le récit. J'en suis sûre, dis-je, et je raccroche avant qu'elle ne puisse répondre. Après le travail, je suis allée chez mon ami. Je m'enfonce sur le bord du canapé lit de Drew, maintenant mon lit temporaire. Ma vie entière tient dans 4 boîtes rapidement emballées et 2 valises empilées contre le mur. Tout ce que je n'ai pas pu mettre rentre dans ma voiture en bas, 25 ans réduit à ce que j'ai pu saisir en 2 heures frénétiques pendant que mes parents allaient à l'église le dimanche. Mon téléphone vibre encore, un autre texto d'un cousin qui a entendu dire que j'ai brisé le cœur de maman. Je ne l'ouvre pas. Les notifications constantes ont créé une nouvelle anxiété. Chaque alerte fait battre mon cœur, me demandant quel parent va attaquer ensuite. Quand Drew rentre de son travail à l'hôpital, elle me trouve assise en tailleur par terre, entourée de paperasse. Opération liberté financière ? Ça va ? Demande-t-elle, déposant son sac près de la porte. Presque fini. Je tape mon stylo contre un carnet rempli de numéros de compte. J'ai annulé les paiements automatiques de leur service public, me suis retiré de leur forfait de téléphonie mobile et appelé pour retirer mon nom de leur service internet. Ce que je ne dis pas, c'est à quel point le représentant du service client a ri quand j'ai expliqué que, oui, je me retirais volontairement de la responsabilité financière des factures de mes parents. Bien, dit Drew, s'installant à côté de moi. Tes parents peuvent régler leur propre désordre. Le poids du redémarrage me presse sur la poitrine. Mon compte d'épargne affiche un solde qui ferait grimacer la plupart des conseillers financiers. 3 mois à couvrir les dépenses de ma famille m'ont laissé à peine de quoi payer un dépôt de garantie pour mon propre logement, sans parler du premier et du dernier mois de loyer. Tu es sûr que ta colocataire ne te dérange pas que je loge ici ? Je demande. Max ? Il est ravi de la voir. La porte d'entrée s'ouvre et Max entre avec son énorme Golden Retriever qui le précède en bondissant. Blair. Annonce Max, tu dois rencontrer le pire thérapeute du monde, mais il travaille pour des friandises. Il lance une balle de tennis dans l'appartement,
et Baxter la poursuit, toute patte agitée et queue remuante. Le chien revient, déposant la balle baveuse sur mes genoux avec des yeux d'attente. Il pense que tu en as plus besoin que lui, dit Max, son expression sérieuse malgré le ridicule du moment. Parfois, la meilleure thérapie a 4 pattes et une mauvaise haleine. Quand Baxter me pousse la main avec son museau humide, je me surprends à rire pour la première fois depuis des jours. Le son me surprend, presque étranger à mes oreilles. 5 jours après mon évasion, je suis assise à la table de Drew, l'ordinateur portable ouvert sur des offres d'emploi qui pourraient offrir un meilleur salaire. Mon poste actuel couvre mes besoins de base, mais pas le type de fonds d'urgence dont j'aurais besoin pour vraiment reconstruire. Mon téléphone s'illumine avec le nom de ma mère. Je songe à le laisser aller en messagerie vocale, mais quelque chose me dit de répondre. « Que as-tu fait ?» La voix de Denise arrive, nette et paniquée. Le courant est coupé, Internet est en panne, et mon assurance a été refusée à mon rendez-vous. Je prends une lente respiration, me sentant étrangement calme. J'ai arrêté de payer des choses qui n'étaient pas de ma responsabilité. Mais tu ne peux pas juste nous laisser comme ça, nous sommes ta famille. La désespérance dans sa voix aurait pu m'émouvoir une fois, mais maintenant j'entends la manipulation sous-jacente. La famille n'appelle pas sa famille une sangsue au dîner de Thanksgiving, dis-je, surprise par la stabilité de ma voix. Ton père ne le pensait pas, son ton change pour quelque chose de plus doux, d'apaisant. Tu sais comment il est. Je sais, c'est ça le problème. Je raccroche et pose mon téléphone avec précaution, comme s'il pouvait me brûler. Plus tard dans la soirée, Drew se penche par-dessus mon épaule alors que je crée de nouveaux mots de passe pour mes comptes de messagerie et bancaires. Je remarque quelques tentatives de connexion suspectes sur tes comptes, dit-elle, pointant les alertes de sécurité. Nous devrions mettre en place des alertes de fraude, juste pour être sûr. Le contraste ne m'échappe pas, demande Drew, avant d'emprunter mon câble de chargement. Alors que ma famille se sentait en droit de tout ce que je possédais. Même maintenant, Drew se tient à une distance respectueuse, attendant ma réponse au lieu de saisir l'ordinateur portable pour le faire elle-même. Bonne idée, dis-je, merci. Cette nuit-là, je me retrouve à parcourir les annonces d'appartements dans mon budget. De petits studios, la plupart, mais ils représentent quelque chose que je n'ai jamais eu complètement, un espace qui m'appartient entièrement, où personne ne peut me dire que je n'ai pas ma place. Je ne demande l'avis de personne sur les quartiers, ni ne me soucie de savoir si les cuisines sont assez grandes pour les réunions de famille. Les décisions sont les miennes seules. Le lendemain matin, je me rends dans une caisse d'épargne locale et j'ouvre un nouveau compte sous mon seul nom. Je transfère chaque centime de mon ancien compte, celui que mes parents connaissent. Mon téléphone BIPE avec un texto de Tessa. Maman cherche tes informations bancaires. Dit qu'elle doit vérifier quelque chose. Ne lui fais pas confiance. J'ai à peine fini de lire quand mon téléphone explose de notifications, 6 appels manqués de chez moi en 1 heure. Simultanément, un email apparaît. Alerte de fraude. Tentative de réinitialisation de mots de passe sur votre application bancaire. Je fixe l'écran, la colère montant comme une marée. Ils n'essaient pas seulement de me culpabiliser pour que je revienne. Ils essaient de prendre le peu qui me reste. Un jour plus tard, la voix de la conseillère bancaire porte une note de préoccupation qui me semble étrangement validante. Madame Mitchell, nous avons bloqué 3 tentatives distinctes de réinitialisation de mots de passe de l'adresse de vos parents au cours des dernières 24 heures. Je serre mon téléphone plus fort, faisant les 100 pas dans les limites restreintes de la chambre d'amis de Drew qui est devenue mon sanctuaire temporaire. Et vous êtes sûr qu'ils ne peuvent accéder à rien ? Positif. Nous avons signalé votre compte pour des mesures de sécurité renforcées. Tout changement nécessitera une vérification en personne avec une pièce d'identité avec photo. Ma poitrine se détend légèrement alors que je la remercie et raccroche, ajoutant son nom à mon carnet de documentation croissant. Des appels méthodiques ont donné des résultats similaires, carte de crédit sécurisée, service public formellement retiré de mon nom, et compte d'assurance maladie protégé avec des étapes de vérification supplémentaires. Le représentant de la compagnie d'électricité semblait presque impressionné. Sage décision de nous contacter. Votre mère a appelé hier pour tenter de rétablir le service à votre nom sans autorisation.
Chaque confirmation agit comme une brique dans le mur que je construis entre ma vie d'avant et ce qui vient ensuite. Pas un mur de colère, bien que cela bouillonne sous la surface, mais de protection solide, nécessaire, et outillèrement de ma propre conception. Drew apparaît dans l'embrasure de la porte avec une tasse fumante. Thé au miel. Je pensais que tu en aurais besoin après tous ces appels. Je l'accepte avec gratitude, enroulant mes mains autour de la chaleur. La dernière chose est faite. Personne ne peut accéder ou modifier quoi que ce soit sans mon approbation directe maintenant. Drew hoche la tête avec approbation. Comment te sens-tu? Avant que je ne puisse répondre, un battement tonitruant fait vibrer la porte de l'appartement. Le thé déborde sur mes doigts alors que Drew et moi échangeons des regards surpris. Blair. La voix de mon père résonne à travers le bois. Ouvre cette porte tout de suite. Drew me fait signe de rester, mais je bouge déjà. Cette confrontation était inévitable dès l'instant où j'ai franchi la porte. Les coups s'intensifient alors que j'approche, chaque impact comme un coup physique. Par le Judas, je vois le visage de mon père, rouge et déformé par la rage. Je l'ai vu diriger contre les créanciers, les télévendeurs, et maintenant moi. Je sais que tu es là-dedans. Une autre série de coups fait trembler le cadre de la porte. Tu penses pouvoir simplement abandonner ta famille et détruire nos vies? Une porte s'ouvre de l'autre côté du couloir, et Madame Perkins, une retraitée qui avait fait des cookies pour Drew quand il a emménagé pour la première fois, jette un coup d'œil prudent. Ses yeux s'écarquillent en voyant Frank frapper et crier. Jeune homme, appelle-t-elle, sa voix tremblante mais déterminée. J'ai déjà appelé la sécurité de l'immeuble. Frank se tourne vers elle. Occupe-toi de tes affaires, madame. Ça me regarde, moi et ma fille. Votre comportement me regarde quand il perturbe la paix, rétorque-t-elle, resserrant sa robe autour d'elle. Frank se retourne vers la porte, sa voix baissant à quelque chose de plus dangereux. Blair. Si tu n'ouvres pas cette porte tout de suite, je vais. La menace se transforme en action alors qu'il recule et donne un coup de pied dans la porte assez fort pour éclater le bois autour de la serrure. Madame Perkins halète et se retire dans son appartement. Mes mains tremblent alors que je compose le 911, parlant doucement à l'opérateur pendant que Frank continue son assaut contre la porte. À travers le bois endommagé, j'entends l'ascenseur sonner, suivi de lourds pas. Monsieur, éloignez-vous immédiatement de la porte. La voix autoritaire du gardien de sécurité de l'immeuble coupe les cris de Frank. C'est l'endroit de ma fille. J'ai tous les droits. Vous n'avez aucun droit d'endommager une propriété ou de déranger les résidents. La police a été appelée. La réponse de Frank se perd dans le bruit des sirènes qui approchent à l'extérieur. Quelques minutes plus tard, je regarde à travers le Judas tandis que 2 policiers escortent mon père dans le couloir, ses poignets menottés derrière son dos, alors qu'il continue de crier que c'est moi qui détruis notre famille. Quand le policier revient pour prendre ma déposition, je la donne calmement, décrivant la manipulation financière, les tentatives d'accès non autorisées, et l'explosion d'aujourd'hui avec la même précision détachée que j'ai utilisée dans mon carnet de documentation. L'agent Rodriguez, selon sa plaque, hoche pensivement la tête en prenant des notes. Souhaitez-vous porter plainte pour tentative d'effraction? La question flotte dans l'air alors que Drew revient après avoir parlé à la direction de l'immeuble au sujet de la porte endommagée. Oui, dis-je, les mots petits mais fermes, et j'aimerais demander une ordonnance restrictive. Plus tard, alors que je regarde la voiture de police s'éloigner avec mon père à l'arrière, je me demande. Est-ce que déposer un rapport officiel était une réponse trop sévère à des années de manipulation? Ou était-ce le pas nécessaire pour me protéger de nouveaux dommages? Drew me serre doucement l'épaule. Max ramène des caméras de sécurité pour l'entrée. Nous les installerons ce soir. Je hoche la tête, reconnaissante pour le soutien pratique qui ne demande rien en retour. Mon téléphone vibre avec un texto de Tessa. Maman a pris ton ordinateur portable et ta caméra dans ta chambre. A dit que c'était une garantie pour ce que tu leur dois. Le message tombe comme une pierre dans mon estomac. Encore du vol à ajouter au vol émotionnel qu'ils ont commis pendant des années. Je tape une réponse rapide. Sais-tu où elle les a emmenés? La réponse de Tessa arrive presque instantanément. Je l'ai entendue au téléphone avec Park Weapon.
A dit qu'elle en a tiré 300 $ pour les deux. Qu'a Ted? Je montre le message à Drew, qui le lit et secoue la tête avec incrédulité. L'illusion est presque impressionnante, murmure-t-elle, me le rendant. Je sauvegarde le message comme preuve, ma colère non pas face à son audace, mais face à combien de temps j'ai permis à moi-même de croire que je méritais un tel traitement. La révélation s'installe en détermination alors que je finis de sécuriser la caméra qui capturera toute future tentative d'invasion des nouvelles frontières que j'ai construites. Cette fois, c'est moi qui surveille. Mon téléphone vibre sur la table basse, le nom de ma mère s'affichant à l'écran. J'attendais cet appel. 3 jours depuis que j'ai déposé le rapport de police concernant mon ordinateur portable et ma caméra volée, et enfin, ils sont prêts à négocier. Blair. La voix de maman tremble légèrement. J'ai réfléchi à tout, et je veux proposer un compromis. Je ne dis rien, laissant le silence s'étirer entre nous. À l'arrière-plan, j'entends la télévision jouer le même jeu télévisé qui remplissait autrefois notre salon chaque semaine à 7 heures. Si tu abandonnes ce ridicule rapport de vol, tu peux revenir à la maison. Elle fait une pause, s'éclaircit la gorge. Nous te laisserons continuer à vivre ici, bien sûr. Ta chambre est toujours exactement comme tu l'as laissée. La qualité répétée de ces mots est indéniable. J'imagine papa rôder à proximité, approuvant sa performance d'un signe de tête. Et Blair? Continue-t-elle quand je ne réponds pas, je pense que nous devrions discuter de ton état d'esprit ces derniers temps. Frank et moi sommes inquiets que tu puisses avoir une sorte de dépression nerveuse. C'est quelque chose que nos amis et notre famille comprendraient mieux que... Eh bien, que ce que tu prétends qu'il s'est passé. La menace arrive avec une clarté parfaite. Abandonne les accusations ou sois étiqueté comme instable. Je prends une lente respiration. J'ai des copies de chaque facture que j'ai payée au cours des 6 derniers mois, dis-je, ma voix stable. J'ai des relevés bancaires montrant des transferts vers ton compte. J'ai des messages textes me demandant de payer pour tes procédures cosmétiques que tu prétendais être des nécessités médicales. Je fais une pause. Voulez-vous que je présente tout cela comme preuve? Le silence de l'autre côté me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Le lendemain matin, l'agent Williams suit ma voiture jusqu'à la maison de mes parents. Son véhicule de police garé dans l'allée envoie un message clair aux voisins qui ont été nourris par les mensonges de mon père. Alors que nous marchons vers la porte d'entrée, je remarque des rideaux qui bougent aux fenêtres de l'autre côté de la rue. Maman ouvre la porte, son sourire s'estompe en voyant l'officier. Madame Mitchell, dit l'agent Williams, je suis ici pour accompagner Blair pendant qu'elle récupère ses affaires restantes. À l'intérieur, la maison semble plus petite que dans mes souvenirs. Maman rôde à proximité pendant que je me dirige directement vers ma chambre, l'agent Williams me suivant de près. J'ai préparé des copies de toutes mes contributions financières, dis-je à l'officier, lui tendant un dossier que j'ai compilé. Services publics, épicerie, factures médicales, le nouveau réfrigérateur que j'ai acheté en juillet, le tout avec des reçus. L'agent Williams feuillette les pages, ses sourcils se haussant. Vous avez payé tout ça en vivant ici? Oui. Au cours des 6 derniers mois, depuis que ma mère a perdu son emploi. Maman apparaît dans l'embrasure de la porte, les bras croisés. Ces meubles appartiennent à la famille, Blair. Tu ne peux pas tout prendre. Je sors une pile de reçus de mon sac et les lève. J'ai des reçus pour tout ce que je prends. Voulez-vous les voir? L'agent Williams étudie le visage de ma mère, puis jette un regard au dossier financier. La surprise dans ses yeux est indéniable. Madame Mitchell, ces documents montrent que votre fille a soutenu cette maison presque entièrement par elle-même. La bouche de maman s'ouvre, puis se ferme. Elle recule dans le couloir sans un mot. Je travaille méthodiquement, emballant des livres, des vêtements et les objets restants qui m'appartiennent sans équivoque. Par la fenêtre de ma chambre, je peux voir les voisins regarder depuis leur porche, prétendant arroser des plantes ou consulter leur courrier. Laissez-les voir. Qu'ils connaissent la vérité. Quand la dernière boîte est chargée dans ma voiture, je me tourne pour verrouiller la porte d'entrée une dernière fois. Le bruit d'un moteur attire mon attention vers la rue. Ma voiture, mon autre voiture que j'avais laissée garée chez Drew, entre dans l'allée, mon père au volant. Mon estomac se serre.
La clé de rechange. J'avais oublié la clé de rechange que je leur avais donnée pour les urgences. Papa sort, agitant mes clés dans sa main. Son expression est triomphante alors qu'il se dirige vers moi. Nous devons discuter de ce que tu nous dois avant que tu ne prennes ça aussi, dit-il, désignant le véhicule que je m'apprête à quitter. Je pose la boîte que je tiens et jette la main dans mon sac, sortant un dossier de documents que je portais pour ce moment précis. C'est le titre de propriété de cette voiture, dis-je, brandissant le papier, et voici l'immatriculation, tous deux à mon nom. L'agent Williams s'avance. Monsieur, ce véhicule est immatriculé à Blair. Vous devez me remettre les clés immédiatement. La couleur quitte le visage de papa alors qu'il regarde des documents à l'agent. Sa main se serre autour des clés. J'ai payé son université. Ses appareils dentaires. 18 ans de, les clés, monsieur Mitchell. L'agent Williams tend la main. Lentement, les doigts de papa se déploient. Les clés tombent dans la paume de l'agent avec un léger tintement. Alors qu'elle me les passe, je vois quelque chose que je n'ai jamais vu auparavant, la déflation complète de mon père. L'homme qui a dominé notre famille pendant des décennies semble soudainement petit, diminué. N'approche plus de moi ou de mes biens, dis-je, ma voix claire et calme, et je demanderai une ordonnance restrictive. Je glisse dans ma voiture, ajuste le miroir et tourne la clé. Alors que je m'éloigne du trottoir, je vois les voisins regarder encore. Témoins de la dernière scène de notre drame familial. Madame Henderson d'accent grave côté ne fait même plus semblant de vérifier sa boîte aux lettres. Elle se tient sur sa pelouse, téléphone en main, sans doute déjà en train de répandre la nouvelle. Dans mon rétroviseur, Tessa apparaît dans l'embrasure de la porte. Elle est prise entre deux mondes, un pied dans la maison où nos parents restent, une main levée dans un signe hésitant de la main vers moi. Son visage reflète à la fois la tristesse et quelque chose d'autre, l'admiration, peut-être. La force qu'elle n'a pas encore trouvée pour elle-même. Je suis à 3 pâtés de maison quand mon téléphone vibre avec un texto. Tessa. Il me blâme maintenant. Qu'est-ce que je fais? Le feu devant tourne au rouge. Je freine et je fixe l'écran, regardant ces 3 points apparaître pendant qu'elle tape autre chose, puis disparaître. Ma sœur, la seule partie innocente dans tout cela, se tient maintenant là où j'étais autrefois, portant le poids de la manipulation de nos parents. Le feu passe au vert, mais je reste immobile, les voitures klaxonnant derrière moi alors que je réfléchis à ce qui vient ensuite. La lumière du soleil filtre à travers des rideaux voilés que j'ai choisis moi-même, projetant des motifs chauds sur les planchers de bois franc de mon appartement. 3 mois se sont écoulés depuis que j'ai quitté la maison de mes parents avec la carte de visite de l'agent Williams dans mon portefeuille. La différence entre alors et maintenant me surprend encore parfois. Je fais glisser mes doigts sur le bord de mon bureau, où des factures soigneusement organisées s'étalent comme un jeu de cartes, électricité, eau, internet, assurance locataire, tout à mon nom, tout confortablement dans mon budget. Aucune urgence financière d'une autre personne ne se cache entre les enveloppes. Mon relevé bancaire est ouvert à côté d'elle, les chiffres augmentant modestement mais régulièrement chaque mois. Le fonds d'urgence que j'avais épuisé à soutenir ma famille se reconstitue lentement. 6 mois de sécurité, c'est mon objectif. J'en ai déjà atteint 2. Le contentement tranquille de prendre des décisions sans avoir à les défendre est un luxe auquel je m'habitue encore. Le week-end dernier, j'ai peint un mur d'accent d'un bleu sarcelle profond sans demander la permission de qui que ce soit ni entendre dire que je regretterais ce choix de couleur. La liberté de faire même de petits choix semble énorme. 1 an plus tard, mon appartement bourdonne du doux murmure des conversations et des rires. Je glisse une dinde dorée sur ma table, plus petite que celle de l'année dernière, mais cuite à la perfection. L'ironie d'accueillir Thanksgiving ne m'échappe pas, puis-je aider avec quelque chose? Demande Tessa, planant avec incertitude près du comptoir de la cuisine. Ma sœur a l'air différente maintenant, plus grande d'une certaine manière, bien qu'elle n'ait pas grandi d'1 pouce. Peut-être est-ce la confiance qu'elle développe loin de l'ombre de nos parents. Ta compagnie est une contribution suffisante, lui dis-je, les mots coulant naturellement. Comme c'est différent du décompte des dépenses que je gardais autrefois dans ma tête, mesurait ma valeur par ce que je fournissais. Je me déplace dans mon espace avec une aisance qui aurait semblé impossible en novembre dernier. La vaisselle ne correspond pas parfaitement,
la table est d'occasion, mais tout ce qui est ici est vraiment à moi, choisi avec soin plutôt qu'acquis par obligation. Drew lève son verre alors que nous nous installons autour de la table, à la famille choisie et aux limites qui valent la peine d'être gardées. Max et Tessa lèvent leur verre en réponse. Ma sœur s'est épanouie depuis qu'elle a emménagé dans son dortoir universitaire il y a 3 mois. Je l'ai aidée à naviguer dans les formulaires d'aide financière et les demandes de logement, les connaissances de mon propre voyage devenant des tremplins pour les siens. Plus tard, alors que Tessa et moi trions les candidatures aux bourses à mon comptoir de cuisine, elle mentionne la dernière mise à jour familiale. Ils ont perdu la maison le mois dernier, dit-elle calmement. Papa blâme toujours la banque, l'économie, tout le monde sauf lui-même. Ils logent chez l'oncle Rick, mais ils laissent déjà entendre qu'ils trouvent leur propre endroit. Je hoche la tête, jetant un coup d'œil à la pile de lettres non ouvertes sur mon étagère. 5 enveloppes, toutes de mes parents, toutes non lues. Établir des limites ne signifie pas que je ne me demande parfois pas ce qu'elles disent. Ils te blâment toujours pour tout, continue Tessa, son stylo tapotant sur le formulaire de bourse. Mais honnêtement, ils ne font que faire face à ce qui se serait produit de toute façon. Ton argent ne faisait que reporter l'inévitable. Je l'aide à surligner une section clé de la demande d'aide au logement, pensant aux choix et aux conséquences. Alors que j'aidais Tessa à construire sa vie indépendante, je me demandais parfois si je devrais répondre aux tentatives de mes parents de renouer contact. La séparation complète est-elle le choix le plus sain quand la famille vous a trahi si profondément, ou y a-t-il de la valeur à permettre un contact limité selon vos propres termes? Que ferais-tu quand ceux qui auraient dû te protéger veulent revenir dans ta vie après que tu aies enfin trouvé la paix sans eux?